Je suis membre du CS de GESOL et je suis actif en écologie des sols en Allemagne à Munich, où je m'occupe surtout dans mon travail de fonctions bactériennes, fonctions microbiennes dans les sols et à beaucoup d'échelles, c'est-à-dire l'échelle de l'activité des micro-organismes, l'agrégat, jusqu'au, pas le paysage, mais quand même les champs agricoles qu'on analyse par télédétection pour reconnaître les conditions écologiques de ces micro-organismes et donc également les expressions d'activité, tout ça. Alors la microbiologie est très restreinte dans cette session, bien qu'on a déjà discuté beaucoup aujourd'hui de microbiologie, d'indicateurs biologiques, microbiologiques et tout ça. On voit que l'importance de ces réseaux trophiques dans les sols, donc pas seulement de quelques souches, mais de communautés, pas seulement communautés microbiennes, mais communautés biotiques, qui réalisent toutes les transformations en fait anthropiques dans les sols et la plupart des transformations d'éléments également. Ouais. Et c'est-à-dire on reparlera ces jours plus souvent encore de la microbiologie des sols et des fonctions microbiennes. Bonjour à tous, Pierre-Edouard Guillain, je suis directeur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Peut-être un petit mot pour reparler biodiversité en introduction de ces deux interventions que nous allons avoir. Pour dire que la biodiversité dans les sols, justement, c'est assez intéressant parce que ça nous oblige à repenser souvent ce qu'est la biodiversité. Quand on interroge une majorité de Français, quand on demande ce que c'est que la biodiversité, c'est les plantes et les animaux. Alors évidemment, vous êtes tous ici au courant que c'est beaucoup plus, et notamment Jean-Charles l'a rappelé qu'il y a un certain nombre d'éléments, micro-organismes qui en font partie. Et justement, l'avantage de se poser la question de la biodiversité dans les sols, c'est bien se poser la question de ce qu'on associe généralement au terme de diversité, et ça nous oblige à dépasser la simple diversité spécifique, puisque quand on est face à son échantillon de sol, on est bien obligé de se poser d'autres questions, et notamment de considérer que l'espèce, c'est une des limites à la description de la diversité, puisque elles sont d'une part très nombreuses, très difficiles à déterminer, peu accessibles, variables dans le temps notamment, et donc ça pose des questions et ça nous oblige à aller souvent et à visiter d'autres éléments de la biodiversité, en commençant par celle qu'on va aborder, même si c'est pas tout à fait le sens de ce qu'on, même si on va pas la traiter complètement, mais de la diversité génétique et des flux de gènes qui se passent dans le sol. C'est quand même un des éléments importants de recherche actuellement sur les sols. Et puis deuxièmement aussi travailler sur l'écosystème en tant que tel, avec ce qu'on va voir dans le deuxième exposé sur les traits fonctionnels, les assemblages les assemblages qui forment donc les communautés et l'approche par les traits fonctionnels. Donc ça nous oblige aussi à voir ce troisième compartiment de la biodiversité, c'est-à-dire les écosystèmes, et évidemment de regarder aussi beaucoup d'interactions. On a parlé, il y aura d'autres séquences sur les flux de carbone. Jean-Charles a rappelé aussi les aspects de fonctionnalité microbienne, etc. Donc on retravaille bien à travers l'étude de la biodiversité des sols toute la complexité de la description de la biodiversité, y compris sur les échanges de flux de matière et d'énergie, qui sont un des volets essentiels de l'approche par les sols. C'est aussi un domaine de la biodiversité qui revisite une des grandes questions qu'on a sur des tas de sujets de biodiversité, c'est comment mesurer la biodiversité, quelle est la bonne façon d'appréhender la biodiversité, avec des débats qui sont connus sur la quantité, faut-il privilégier une approche par la biomasse, qu'est-ce que ça donne, quelles sont les limites, une approche par les traits fonctionnels aussi, qu'est-ce qu'un bon fonctionnement d'un sol, comment ça s'appréhende. Donc ça, c'est des sujets qui sont encore explorés, toujours explorés, et sur lesquels les sols sont justement une bonne illustration de ce qu'on peut avoir comme questionnement, qui se pose aussi dans d'autres aspects d'autres compartiments de la biodiversité. Si je prends par exemple les oiseaux, cette question de comment mesurer une bonne population d'oiseaux, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus et qu'on commence seulement à avoir quelques réponses à proposer. La question aussi de souvent décrire la biodiversité, c'est se poser la question de pourquoi on veut la décrire. Il y a un élément qui est important, c'est de contribuer à avancer sur les questions de fonction et de service. On les a largement évoquées, et je pense que vous les réévoquerez encore largement demain. Et notamment, du coup, de permettre le lien avec, une fois qu'on les a décrits, qu'on les a compris, une fois qu'on a compris comment la biodiversité contribuait à l'exercice
ces différents éléments, eh bien, comment on relie pratique et impact sur la biodiversité. On en a beaucoup discuté sur les pratiques agricoles tout à l'heure dans les exposés précédents, et c'est important puisque c'est ce qui va justement permettre d'éclairer la décision publique, la décision privée. On l'a vu sur le comportement des agriculteurs, on l'a évoqué ce matin sur la question d'une directive terre, enfin sol plutôt. Qu'est-ce qu'on met, quelle doit être l'influence publique pour permettre une protection des sols. On l'a évoqué ce matin dans le premier exposé tout à l'heure, sur les différents acteurs qui interagissaient. Il y avait un exposé, il y avait une représentation avec 4 cercles, et je voudrais revenir pour conclure sur un des cercles qui était celui de l'IBES, puisque une des évaluations qui va sortir assez prochainement, ça va être une évaluation dite thématique sur la dégradation et la restauration des terres, et c'est notamment un des aspects majeurs qui est ressorti des discussions sur l'évaluation globale de la biodiversité des services écosystémiques, c'est bien cette question des sols, et donc on peut se féliciter justement que ce thème de la biodiversité et des sols puisse être traité dans cette thématique, en regrettant quand même qu'on n'ait pas eu beaucoup de projets, même si, quand on regarde les posters tout à l'heure et si on écoute les autres exposés, on voit bien que cette question de la biodiversité n'est pas concentrée que dans cette session. Je vais laisser la parole donc à notre première intervenante, qui est Agnès Richaume-Chaulion, de l'Université de Lyon 1, qui va nous présenter un projet qui n'est pas le sien. Elle est dans un exercice un peu particulier. Elle présente le projet de quelqu'un d'autre qui s'excuse de ne pas être là, mais qui vous envoie ses bons baisers du Brésil, et qui donc se livre à l'exercice difficile. Et je l'encourage fortement. Merci pour ces encouragements. Alors, effectivement, je ne suis pas remplaçante de Thibaut Descamps, je suis en dépannage en raison de ma position de membre du conseil scientifique GESOL. Donc j'ai accepté ce dépannage, j'ai pris un risque. Je vais peut-être me faire des ennemis. En tout cas, j'espère ne pas trahir ce que Thibaut Descamps et David Porco ont voulu mettre dans leur projet, sachant que je n'ai pas participé du tout à ce projet. Je vais quand même me lancer dans l'exercice et je vous demande votre indulgence. Je ne suis pas particulièrement à l'aise, d'autant moins qu'ils ont travaillé sur la biodiversité de micro-organismes qui possèdent un noyau, et moi, dès qu'il y a un noyau, ça devient trop compliqué puisque mon dada, c'est ce qui n'a pas de noyau. Comme ça a été évoqué et comme c'est sous-tendu et entendu par nous, il existe un lien intime entre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Et ce lien, il est dû à l'importance des organismes et des micro-organismes dans le cycle de la matière, dans la fertilité, la porosité des sols et bien d'autres points. On est cependant très loin de pouvoir apprécier de manière exhaustive cette biodiversité, et ça se traduit par un déficit taxonomique important qui peut être expliqué de différentes manières. La première en lien avec le fait que beaucoup d'espèces demeurent encore inconnues. Alors il y a certains groupes où on connaît une infime minorité des espèces présentes. Et pour d'autres espèces qu'on est capable d'identifier sur des critères morphologiques, par exemple, il existe un nombre restreint de spécialistes capables de procéder à ces identifications, et on se trouve face à un goulot d'étranglement entre la collecte de données et le traitement de ces données. Donc, dans ce contexte, le projet GenoSoil avait pour objectif d'évaluer cette biodiversité en utilisant la génomique et le séquençage massif comme alternative ou complément aux approches traditionnelles d'études de la biodiversité qui sont basées sur les identifications morphologiques des organismes invertébrés. Il s'agissait, dans le cadre du projet, d'établir une bibliothèque de référence basée sur le barcode ADN. Alors, cette méthode, elle permet l'identification au niveau de l'espèce à partir de séquences d'ADN obtenues par séquençage classique
d'un fragment d'ADN qu'on va retrouver chez ces invertébrés, qui est un fragment d'ADN mitochondrial. Donc, à partir de ce fragment d'ADN issu de spécimens connus et identifiés, on fait un lien entre une séquence et une espèce identifiée, et comme ça, on peut constituer une bibliothèque de référence avec des espèces identifiées et leur code, finalement, ADN sur le marqueur. Donc le principe, ça va consister, dans un premier temps, à établir une bibliothèque de référence à partir donc de ce fragment d'ADN séquencé. Et on va pouvoir assigner un nom à un spécimen inconnu qu'on cherche à identifier en utilisant, en séquençant ce même marqueur à partir du spécimen inconnu et en regardant, en comparant la séquence obtenue avec la base de référence qui permettra de procéder à l'identification. Et cette identification, elle pourra se faire indépendamment du sexe du spécimen, de son stade de développement ou de son état physiologique. Alors que pour les méthodes classiques basées sur la morphologie, ces critères, sexe, morphologie, stade de développement, sont parfois requis pour procéder à l'identification. Donc déjà, en procédant avec le barcode, on peut s'affranchir de ces aspects-là. Donc ça constitue une avancée majeure qui va permettre de réévaluer des patterns de diversité au niveau, par exemple, de groupes fonctionnels. Un autre avantage de cette technique, c'est que ça va permettre de différencier des espèces cryptiques, qui sont des espèces pour lesquelles les critères morphologiques qu'on utilise ne permettent pas de distinction, alors qu'il y a une distance génétique entre ces espèces. Donc les résultats qui ont été obtenus à partir des vers de terre montrent qu'il est sur 20 espèces morphologiques connues, se cachent en réalité 36 entités génétiques différentes. Et par ailleurs, sur le schéma qui est en bas, dans les cercles verts, dans les ellipses vertes, on peut distinguer des entités cryptiques au sein d'une espèce, ce qui n'aurait pas été possible par une approche traditionnelle. Alors ces entités cryptiques, elles sont très importantes et elles représentent pour certaines des préférences d'habitat et donc des différences biologiques ou et biologiques. Avec cette technique, on peut également révéler des proportions relatives différentes, comme c'est illustré sur le graphe, avec plus d'entités génétiques. Donc le protocole de barcode dont je viens de parler a été appliqué à une échelle on va dire plus vaste, en utilisant non plus un séquençage traditionnel, mais en utilisant les nouvelles générations de séquençage, NGS. Alors pour les spécialistes, il y a deux technologies actuelles, le 454 de Roche ou l'Illumina MySeq, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc c'est ce qui a été testé, donc un autre type de séquençage qui permet de générer un nombre de séquences bien plus conséquent, qui sont traités en bioinformatique, et la comparaison de ces séquences avec les bases d'ADN établies en amont permet l'identification, comme ça a été fait simplement là, avec une puissance beaucoup plus importante.
Donc, l'utilisation de ce séquençage massif a permis la caractérisation de communautés d'invertébrés en lien avec et l'identification de certains groupes. Ça a permis la comparaison de communautés entre des habitats différents, par exemple le long de gradients. Et un des points qui a été remarqué dans cette utilisation, c'est qu'il est nécessaire d'optimiser la stratégie d'échantillonnage pour certains groupes. Par exemple, si on s'intéresse à la macrofaune qui est moins dense que la mésofaune, eh bien, il faudra plus d'échantillons. Et si on s'intéresse à la mésofaune, l'hétérogénéité spatiale peut être importante, ce qui va nécessiter un calibrage dans l'échantillonnage. Cette technique barcode ADN avec un séquençage, quelle que soit la technique, ça marche bien, mais on utilise pour ça des échantillons frais. Donc ça a amené les porteurs du projet à élargir le spectre d'analyse à des échantillons à partir desquels la présence des organismes cibles peut être mise en évidence a posteriori dans un habitat donné sans que l'organisme soit pour autant encore présent dans l'échantillon à analyser. Alors ils ont travaillé sur la base de quelque chose qui avait été développé dans le cadre d'un programme ANR. Et ils se sont intéressés à l'analyse d'ADN extracellulaire, donc ADN qui est présent dans des échantillons de sol et qui demeure après la mort des organismes qu'on cherche à identifier, à analyser. Donc cet ADN pouvant être dégradé, eh bien on cible dans ce cas-là des fragments d'ADN plus petits que ceux utilisés précédemment. Et dans ce cas-là, ils ont ciblé un gène nucléaire, le 18S, qui présente une variation moins importante que l'ADN mitochondrial qui avait été utilisé précédemment. Et ce qui fait que ça restreint la discrimination, non plus au niveau de l'espèce, mais au niveau d'embranchement, de classe ou d'ordre. L'avantage, c'est que là, on peut appliquer directement cette analyse de diversité sur des échantillons séchés et stockés. Donc cette approche, elle a permis de détecter, d'évaluer la diversité de différents groupes, la diversité dans différents échantillons sur une même parcelle. Donc vous avez dans le graphe la répartition des différents groupes ciblés dans l'analyse. Et ça a également permis de visualiser les proportions de séquences aux différents points sur la parcelle, et c'est ce qui est représenté dans la partie basse de la diapositive, avec des tailles de carrés qui représentent la proportion des différents groupes aux différents points d'échantillonnage. Donc, en guise de conclusion, dans le cadre de Génosoil, l'utilisation d'échantillons frais a permis d'identifier spécifiquement, grâce à la bibliothèque de référence, certains, donc les invertébrés ciblés. En utilisant des échantillons secs qui peuvent provenir par exemple de pédothèques, eh bien, l'identification est possible au niveau de l'embranchement de l'ordre de famille, et évidemment on peut envisager la transposition de la démarche à d'autres marqueurs qui nécessiteraient la constitution d'autres banques de bibliothèques de référence. La caractérisation moléculaire de la diversité des sols avec les techniques utilisées par rapport aux approches classiques
il y a un coût raisonnable, un gain de temps, c'est certain, et évidemment, c'est applicable à des échelles plus importantes. Et ça permet de croiser les résultats avec ces résultats de diversité avec des propriétés de l'environnement, que ce soit physico-chimiques, des modes de culture, des couverts végétales, donc des situations différentes. Pour ce qui concerne l'appui aux politiques publiques, cette caractérisation moléculaire de la diversité des sols, il faudrait qu'elle soit implémentée de manière standard pour permettre la génération d'outils d'aide à la décision pour les politiques de gestion et d'aménagement. Ça permettrait d'évaluer l'impact des aménagements, des changements d'usage. Ça permet d'établir des cartographies, par exemple, de progression de ravageurs, d'espèces invasives, de devenir des pathogènes, c'est quelque chose qui a été évoqué. Et ça peut permettre de sortir des bioindicateurs pour indiquer et refléter la qualité des sols. Donc voilà, merci pour votre attention et j'ai pris la précaution de dire si vous avez des questions très précises sur l'ensemble de tout ça, il vaudra mieux vous adresser directement aux porteurs du projet dont vous avez les adresses. Merci. Maxime Davy, je travaille pour le CTIFL. Moi j'avais une question à propos de la technologie, parce que par rapport aux cartographies présence, progression de ravageurs, actuellement, les méthodes d'analyse, notamment pour les nématodes, sont laborieuses, coûteuses et longues. Est-ce que cette technologie est au point pour être mise en place en routine, en labo? Et est-ce qu'on peut envisager demain, parce que vraiment, il y a des nématodes qu'on rencontre qu'on ne sait pas différencier ou très difficilement, où la méthode est vraiment compliquée. Et nous, sur le terrain, on a vraiment besoin d'outils rapides, peu chers si possible. Mais non, mais est-ce que c'est une technologie qui est au point et qui va être amenée à se développer la technologie en elle-même, à partir du moment où on est capable de disposer d'ADN, alors dans ce cas-là d'organismes ou d'ADN métagénomique, les technologies, on peut les appliquer. Il suffit d'avoir le bon marqueur, donc savoir quel gène on peut cibler. Et là, pour les nématodes, je suis pas spécialiste, donc je rentrerai pas dans ce détail-là. J'imagine qu'avec un gène mitochondrial, comme ça a été fait pour là des groupes d'invertébrés, ça doit fonctionner. Donc la technologie, elle existe, elle est au point. Dans les laboratoires, on sait faire. Maintenant, il faut les compétences pour l'analyse des données. Et là, c'est une autre histoire parce qu'on rentre dans des outils bioinformatiques et voilà, il faut avoir ces compétences-là. Mais sinon, la réponse est oui. Maintenant, est-ce que c'est transposable très facilement et à moindre coût tout de suite, là maintenant? Je serais moins optimiste. Jérôme Corteil de l'Université Paul Valéry à Montpellier. Je pense qu'il faut juste réaliser qu'on est en train de lever des verrous technologiques. Là, on parlait ce matin de low-tech, high-tech. Voilà, ça y est, là, on est en train de réaliser les rêves qu'on a tous en tête quand on travaille sur la biologie du sol et notamment sur ces petites bestioles. De se dire, un jour, on sait que d'ici quelques années, on va pouvoir prendre un échantillon de sol et qu'on va pouvoir savoir ce qu'il y a dedans, sans analyser de façon très, très longue et fastidieuse la morphologie des animaux qu'on pouvait identifier uniquement de cette façon-là avant. Je pense qu'on est... je connais un petit peu leurs travaux. Je pense qu'on est vraiment très près d'arriver à ça, quoi. C'est vraiment quelques années. Et ça va très très vite. Déjà depuis 4-5 ans, on a énormément progressé. Et je pense que là, on est vraiment pas loin en fait de pouvoir répondre à cette demande. Alors pour les nématodes, c'est un peu moins avancé, je pense, que pour d'autres groupes. Désolé. Mais franchement, je pense que ça va venir très très vite. Et l'autre remarque que je voulais faire, c'est que ça va, à mon avis, répondre aussi à un certain nombre de questions qui étaient soulevées en début d'après-midi par rapport à un échantillonnage massif. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut dire par exemple à des agriculteurs, vous prenez juste un échantillon de sol et puis vous l'envoyez et nous on vous fait l'analyse derrière et on peut vous dire s'il y a une plus ou moins grande diversité, etc.
on va progresser de façon très très importante sur les méthodes d'indication de qualité des sols, etc. et de façon très rapide. Gilles Landrieux, Parcs nationaux de France. Je voudrais savoir si l'approche Métabar permet d'avoir une estimation quantitative des différents ordres, sous-ordres ou embranchements présents, etc. Dire il y en a, parce que dire qu'une espèce est, enfin, ou qu'un ordre est présent quelque part dans le milieu, c'est une chose. Mais dire qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup, enfin, est-ce qu'on est capable de dire ça? Oui, on peut aborder ça en termes d'abondance relative. C'est pas un dénombrement, mais oui, on peut. D'accord. Et est-ce qu'on peut en tirer un outil permettant d'avoir sur un sol idéalement bien géré un profil dans un type de sol bien identifié et bien géré, on pourrait s'attendre à avoir tant de telle espèce ou tant de telle. On peut établir ce profil avec les abondances les abondances relatives des différents groupes. Maintenant, est-ce qu'on en est à établir un indicateur et un profil type, comme ça a pu être évoqué sur la biomasse, on fixe quelque chose comme ça. Moi, j'aurais tendance à être prudente sur ce type d'outils, mais ça peut être fait. Techniquement, il n'y a aucun problème. On passe à la prochaine présentation de Florence Loops, qui reste dans la même thématique, mais avec des questions différentes déjà qui ont plus trait à des influences environnementales sur l'habitat et les changements de population. Voilà, Florence. Donc, je vous présente les résultats du projet de recherche qui s'intitule « Les traits de la faune du sol pour relier les changements environnementaux aux fonctions du sol ». Donc, projet qui s'est fait en collaboration avec des collègues de l'INRA, donc Michael Head, de l'Université de Rouen, donc Thibaut Descamps et Mathieu Chauvat, du Muséum, Jean-François Ponge et Sandrine Salmon, et de l'IRD, Nicolas Mariou. Alors, le constat du rôle de la faune du sol, il est reconnu dans les politiques publiques, notamment depuis les travaux menés par l'Union européenne dans le cadre de la stratégie thématique sur la protection des sols en 2006. Ce qu'on sait de manière, j'allais dire, assez certaine, c'est les facteurs locaux qui contrôlent cette diversité du sol. Donc, par exemple, la nature du sol, le pH, la quantité de matière organique, le type d'usage du sol ou le mode de gestion de la parcelle d'intérêt. Ce qu'on connaît moins, c'est les facteurs paysagers qui contrôlent aussi cette distribution de la faune du sol. Donc les facteurs paysagers, ça peut être la nature des habitats autour de la parcelle d'intérêt, la quantité de ces différents types d'habitats et leur distribution spatiale. Une fois qu'on a identifié ces différents facteurs, donc locaux et paysagers, qui contrôlent la distribution de la faune du sol, on peut se poser la question de finalement, quelle est la nature du paysage proche qui va avoir un effet qui va favoriser cette diversité, notamment la diversité fonctionnelle de cette faune du sol. Et on peut en tirer des recommandations en termes de gestion et en termes d'aménagement des paysages ruraux. Alors, dans un premier temps, dans le cadre de ce projet, nous nous sommes intéressés aux mécanismes de sélection de l'habitat, c'est-à-dire, en fait, quels sont les facteurs qui contrôle la distribution de la faune du sol et quelle est l'adéquation de la distribution de la faune du sol aux habitats qui sont disponibles. Donc c'est ce qui vous est représenté ici par les étoiles vertes. Et qui dit adéquation de la distribution des espèces aux habitats disponibles dit qu'il y a eu suffisamment d'événements de dispersion pour que toutes les espèces puissent atteindre les habitats disponibles dans un paysage. Mais parfois on a aussi des mécanismes de dispersion qui sont plus importants, donc qui vont un peu bouleverser cette adéquation de la distribution des espèces aux habitats disponibles, ce qui vous est représenté ici par l'étoile jaune. L'étude s'est faite dans 2 régions. Donc on a travaillé dans le Morvan et en Normandie, et on a travaillé sur 5 groupes différents de faune du sol, donc les vers de terre, les diplopodes, les chilopodes, les isopodes et les colamboles. Vous est représenté ici, dans les barres, les barres noires, l'importance en fait des facteurs d'habitat qui peuvent être des facteurs locaux ou paysagers. Les barres grisées vous représentent l'effet spatial, c'est-à-dire la localisation géographique des parcelles. Les barres hachurées ici vous représentent l'effet conjoint entre cet effet spatial et cet effet des facteurs d'habitat.
et puis les barres blanches, ici la part non expliquée. Alors on a trouvé qu'on est capable d'identifier entre 12% et jusqu'à 50% de la distribution des espèces dépendant du groupe et de la zone d'étude. Donc 12% c'était dans le cas des diplopodes dans le Morvan, et on est monté jusqu'à 50% dans le cas des chilopodes en Normandie. Et ces facteurs de contrôle en fait sont principalement liés à l'adéquation de la distribution des espèces aux facteurs d'habitat, mais on a trouvé quelques cas où on avait aussi le rôle de la dispersion. Mais ce qui est surtout remarquable dans ce résultat, c'est qu'en Normandie, on a expliqué beaucoup plus globalement, on a identifié beaucoup plus de facteurs, on est capable d'expliquer mieux la distribution des espèces que dans le cas du Morvan. Et il faut savoir que le Morvan, en fait, suite à l'exode rural, a connu une dynamique de ses paysages avec une afforestation dans son paysage, c'est-à-dire l'apparition de bosquets au sein de la matrice agricole, ce qui n'a pas été le cas en Normandie. Et ce qui laisse supposer en fait qu'il faut du temps à la faune du sol pour s'installer, c'est-à-dire qu'il faut des événements répétés de dispersion qui se cumulent dans le temps pour qu'on puisse bien mieux en fait appréhender l'adéquation de la distribution des espèces aux habitats disponibles. Et en fait, c'est l'importance ici des barres hachurées sur ce diagramme en Normandie qui le représente. Et donc en fait, l'importance en fait de la stabilité des paysages pour que la faune du sol disperse et puisse coloniser tous les habitats potentiels. Alors, une fois qu'on a identifié ces facteurs locaux et paysagers, on peut se poser la question de finalement, qu'est-ce qui va favoriser la diversité fonctionnelle de cette faune du sol dans ces paysages? Et le résultat qu'on a trouvé, c'est que le contraste du paysage favorise la diversité fonctionnelle du sol. Alors, qu'est-ce que le contraste du paysage? Le contraste du paysage, en fait, c'est un concept qui permet de représenter de manière synthétique, j'allais dire, le fait qu'autour d'une parcelle d'intérêt, on ait des habitats qui ne sont pas de la même nature. Donc ici, dans le cas des habitats fermés, dans le cas d'un bosquet, on va avoir au voisinage immédiat des parcelles qui sont de nature agricole, donc soit des prairies ou des cultures. Et on va avoir le symétrique dans les milieux ouverts, donc dans des parcelles de culture ou de prairies, on va avoir au voisinage immédiat la présence de bosquets. Et donc qu'on soit en milieu ouvert ou qu'on soit en milieu fermé, on a trouvé qu'avec l'augmentation de ce contraste du paysage, on a une augmentation de la diversité fonctionnelle dans les parcelles d'intérêt, donc localement, ce qui vous est représenté ici par les petits ronds jaunes. Et ça s'explique par le fait qu'on a un effet de voisinage, c'est-à-dire que les espèces des milieux adjacents, si la largeur de leur niche leur permet, en fait, elles peuvent venir s'installer dans la parcelle qui n'est pas leur habitat optimal. On a trouvé un deuxième résultat, cette fois-ci à l'échelle locale, donc dans les milieux ouverts ou fermés, que l'intensification de l'usage du sol, c'est-à-dire de passer de prairie à culture ou de forêt de feuillus à forêt de résineux, entraînait cette fois-ci une perte de la redondance fonctionnelle de ces communautés de faune du sol. C'est-à-dire qu'on a une fragilisation de ces communautés avec l'intensification de l'usage du sol à l'échelle locale. Alors on s'est posé ensuite la question de finalement qu'est-ce qui pourrait permettre d'expliquer l'affinité des espèces aux habitats forestiers ou prairiaux. Et donc on a mis en place une expérience de transfert de blocs. Donc on a pris des blocs de sol. Ici on a travaillé cette fois-ci que sur les colamboles. C'est des blocs qui font 10 cm de haut sur 20 cm de profondeur qu'on a isolés et qu'on a transférés entre des prairies, une prairie et une forêt. Et donc on a manipulé les communautés, c'est-à-dire qu'on a mis des peuplements de forêt dans des blocs de sol de prairie qu'on a ensuite réinstallés dans un microclimat forestier ou dans un microclimat prairial. On a fait les symétriques. Et les résultats qu'on trouve, c'est que l'affinité des espèces forestières en fait, s'explique par un compromis entre la tolérance à la dessiccation et la qualité du sol. C'est-à-dire qu'une espèce forestière, potentiellement, pourrait se trouver dans un milieu prairial, mais généralement n'y va pas parce qu'en fait, elle ne supporte pas le microclimat de ce milieu ouvert. Et l'affinité des espèces prairiales, cette fois-ci, est le résultat d'un compromis entre des plus faibles capacités compétitrices de ces espèces et une plus grande tolérance physiologique, c'est-à-dire qu'on pourrait potentiellement avoir des espèces de prairies dans des bosquets si elles n'en sont pas exclues par la compétition. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure en termes de gestion et d'aménagement ? Finalement, on identifie 3 dimensions dans les paysages agricoles qui peuvent favoriser la faune du sol et sa diversité fonctionnelle.
La première dimension, c'est la qualité de l'habitat local, c'est-à-dire des prairies plutôt que des cultures pour favoriser la diversité et la diversité fonctionnelle des communautés de faune du sol, et des forêts de feuillus plutôt que des forêts de résineux. Deuxième dimension, c'est le contraste du paysage. C'est-à-dire, c'est la nature en fait du paysage proche, et c'est le fait que si on a un paysage plus contrasté, on va augmenter la diversité fonctionnelle. Donc ça veut dire concrètement qu'il faut plutôt maintenir et favoriser des paysages avec des petites mosaïques dans les paysages agricoles pour favoriser la biodiversité de la faune du sol. Et la troisième dimension, c'est la stabilité du paysage. C'est-à-dire que cette stabilité du paysage, elle favorise l'installation de la faune du sol. Donc, plus un paysage est stable dans le temps, plus on peut avoir des événements de colonisation répétés qui vont permettre une meilleure distribution, une meilleure adéquation des espèces aux habitats qui sont disponibles dans ces paysages. Et donc, pour terminer, on n'a pas travaillé que sur ça dans le cadre de ce projet. On a aussi fait des expériences sur les déplacements des colamboles à petite échelle, des expériences sur les traits d'effet des vers de terre, c'est-à-dire l'effet des vers de terre sur le fonctionnement du sol, à travers la production de turicules. Et puis on a commencé à développer un système multi-agent, c'est-à-dire une modélisation informatique pour simuler la réponse de cette faune du sol à partir des mécanismes de fonctionnement qu'on a identifiés à la dynamique paysagère et pour en inférer les conséquences fonctionnelles au niveau du sol. Je vous remercie pour votre attention. Florence, quand tu dis diversité fonctionnelle, qu'est-ce qui a été considéré comme groupe fonctionnel? Quel niveau? Voilà, est-ce que tu peux préciser un petit peu? Oui, alors quand on parle des traits fonctionnels, en fait, il y a deux types de traits. Il y a les traits de réponse et les traits d'effet. Moi, j'ai travaillé sur les traits de réponse, c'est-à-dire les caractéristiques physiologiques, écologiques, morphologiques. Donc concrètement, j'avais la pigmentation, j'avais la longueur, la largeur des espèces, j'avais leur régime trophique, leur préférence pour les micro-habitats et les habitats. Donc c'est surtout ce qui nous permet d'expliquer en fait le fonctionnement des communautés. On appelle ça aussi des traits fonctionnels. Et à partir des traits trophiques, après, on peut en inférer certaines conséquences sur le fonctionnement du sol. Donc par exemple, si on a plus de géophages ou plus d'épigées, on n'aura pas les mêmes conséquences au niveau de la structuration du sol ou de l'intégration de la matière organique. Et après, donc ça, c'était sur l'étude pour identifier quel était le type de paysage le plus favorable à la diversité fonctionnelle. Et après, dans l'étude sur les traits d'effet des vers de terre, là, on a regardé dans les turicules la production de turicules et on a regardé la respiration dans ces turicules et la dégradation de la matière organique dans ces turicules. Donc là, c'est vraiment les traits d'effet des vers de terre. Jacques Berthelin, donc comment vous définissez les habitats disponibles? Parce que vous parlez d'habitats disponibles, mais est-ce qu'il peut y avoir une définition un peu plus précise? Ça serait ma première remarque. Et puis une seconde, c'est est-ce que vous voyez des différences? Parce que vous avez dit la dualité, enfin, ou l'opposition résineux-feuillu en milieu forestier. Et est-ce que vous voyez des traits de population plus marqués, par exemple en colambole, vers de terre, entre résineux-feuillu ou anchytréides? Mais vous n'avez pas utilisé les anchytréides? Non, je n'ai pas travaillé sur ça. Regardez. Les habitats disponibles, c'est tous les habitats qui sont dans un paysage dans lequel qui peuvent correspondre à la niche écologique des espèces, du pool d'espèces dans le paysage. C'est un peu théorique comme définition, mais après c'est quantifié par la quantité, la surface ou la proportion des habitats de différents types. Donc concrètement, j'ai fait une cartographie des paysages à partir des photographies aériennes. Et j'ai quantifié les habitats de type forêt feuillue, forêt résineux, prairies, culture. Vous me permettez ? Oui, oui. Est-ce qu'il y aurait une relation avec la disponibilité nutritionnelle, matière organique pour être simple, par exemple, ou capacité d'échange cationique c'est les facteurs physico-chimiques. Oui, mais est-ce que vous cherchez à les intégrer justement dans la définition des habitats? Je n'ai pas cherché à définir les habitats disponibles. Je sais qu'en fait, termes chimiques, ou biochimiques, quoi. Oui.
Non, mais c'est pas une question piège, hein, c'est pour savoir où vous en êtes. Ouais. Dans l'analyse que j'ai faite, j'ai pris en compte les facteurs physico-chimiques, donc le pH, la quantité de carbone, d'azote, le CEC, enfin tout ce qui est disponible, toute la batterie accessible. Et puis j'ai pris aussi les quantités, les surfaces, les proportions des différents types d'habitats. Mais je n'ai pas cherché à ensuite reprendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire me dire finalement quels sont les habitats où je vais avoir une saturation de mes peuplements. Ce serait cette façon-là, en fait, dont on pourrait répondre à votre question. Je ne l'ai pas abordé sous cet angle-là, notamment parce que par habitat, par patch d'habitat, je n'ai pas suffisamment d'échantillons pour pouvoir savoir si j'ai saturé mes milieux ou pas. C'est une étude comparative que je fais. Et ensuite, votre deuxième question. Résine feuillue, par exemple, est-ce que vous voyez des... Parce que, bon, il y a des choses un peu anciennes, vous savez, bon, les vers de terre plus dans un système que dans l'autre, les anchytrades plus dans un système que dans l'autre. Alors, ce que j'ai observé de manière générale, c'est que quand on passait de feuillus à résineux, en fait, je pouvais avoir le même nombre d'espèces globales, mais j'avais moins d'espèces qui partageaient les mêmes traits fonctionnels quand on passait en feuillu par rapport aux résineux. Ça, c'est le résultat qu'on trouve. J'ai cherché des résultats un peu génériques, en fait, à travers cette étude, et pas forcément à identifier quelle espèce disparaissait d'un milieu à l'autre. Alors après, dans le cadre du Morvan, on est sur des milieux acides, donc il n'y a pas un fort effet d'acidification, en fait, de la présence des résineux dans ces milieux-là. Il l'est un peu plus dans le cas de la Normandie, mais on est aussi, en fait, là, dans le cas de la Normandie, en fait, les sols sont... Les forêts, qu'elles soient de feuillus ou résineuses, sont plutôt sur des sols plus pauvres par rapport aux sols agricoles. Donc on a ici un changement, en fait, de nature du sol entre les deux. Alors c'est Fabienne? Non, Catherine. C'est Catherine. Ah, Catherine Keller. Catherine Keller, CSG Sol. Qu'appelez-vous petite mosaïque paysagère? Quel est le degré de finesse? Et est-ce que ça dépend de la taille de l'espèce ou de son mode de déplacement? Alors, ce que j'appelle petite mosaïque paysagère, c'est des mosaïques... j'ai travaillé, en fait, l'analyse que j'ai faite de la structure du paysage proche, c'était 100 mètres autour de la parcelle d'intérêt. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de ces quelques hectares, dans un cercle de 100 mètres, on peut avoir la présence de différents patchs d'habitat, donc des bosquets, des prairies, des cultures. C'est pour ça que j'appelle ça petite mosaïque paysagère. On peut appeler ça aussi des paysages à grains fins. Et ensuite, la deuxième question, c'est j'ai cherché à caractériser... C'était en lien avec la taille ou le mode de déplacement de l'espèce. Mais en fait, non, c'était juste une distance. Donc. Si, en fait... par exemple, dans les parcelles de prairies, quand on avait, dans les bosquets, quand on avait juste au voisinage immédiat des cultures et des prairies, on a pour les vers de terre plus de géophages qui vont être présents dans ces bosquets. Et les géophages sont plutôt en fait présents dans les cultures. Donc ça veut dire en fait qu'on va avoir là un effet de voisinage de par les prairies au voisinage immédiat des bosquets, qui va changer en fait les proportions des communautés de vers de terre dans les bosquets. Donc ça peut avoir après une conséquence fonctionnelle avec une incorporation plus rapide, j'allais dire, de la matière organique dans ces bosquets par rapport à des grands massifs forestiers. On observe des changements comme ça. Après, par rapport à la dispersion, c'est un peu difficile parce qu'on infère les mécanismes de dispersion par rapport à des traits morphologiques. C'est un peu difficile de répondre à cette question. Okay, il y a le temps qui avance. Et donc la dernière question. Oui, Gilles Landry, au Parc national de France. Dans l'expérience de transfert de sol que vous avez fait entre la forêt et la prairie, je ne me souviens plus d'ailleurs sur quel groupe d'espèces c'était, les collemboles? C'est les collemboles. Oui. J'étais un peu surpris là, des deux compromis que vous avez annoncés, puisque vous dites pour l'affinité forestière, c'est le compromis entre qualité du sol et tolérance à la dessiccation, alors qu'on aurait plutôt le sentiment qu'en milieu forestier, les sols sont, du point de vue humidité, plus tamponnés que des sols de prairie, par exemple. Et puis, en ce qui concerne les espèces prairiales, compromis entre capacité compétitive et tolérance physiologique. Tolérance physiologique à quoi? Et est-ce que la capacité compétitive, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espèces en milieu prairial qu'en milieu forestier?
Alors, on a tiré ces conclusions en comparant en fait l'abondance qu'on avait d'espèces forestières dans des blocs de forêt ou de prairie qu'on avait remis soit dans les milieux forestiers, soit dans les milieux prairiaux. Et donc le compromis qu'on observe dans les espèces forestières, c'est par exemple une espèce forestière, si elle est mise dans le microclimat forestier mais dans un sol de prairie, elle va mieux se développer. C'est-à-dire que si elle a le choix d'un sol plus riche, elle le préfère, mais en fait si elle est dans un sol de prairie, dans le microclimat prairial, elle se développe moins bien. Donc de ce différentiel, en fait, on en a conclu qu'elle préférait un sol de meilleure qualité au niveau des ressources trophiques, mais que si elle n'a pas les conditions microclimatiques, elle n'a pas les résistances, en fait, elle n'a pas la tolérance face à la dessiccation qui lui est imposée dans le milieu prairial. Et ensuite, au niveau des espèces prairiales, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand on mettait des espèces de prairies dans le sol forestière, elles étaient tout à fait capables de se maintenir, que ce soit en microclimat forestier ou en microclimat prairial. Par contre, on avait certaines espèces qui ne se maintenaient pas, et on en a conclu en fait qu'elles ne se maintenaient pas. Non, c'est pas vrai. Plus compliqué que ça. Non, c'est l'idée que les espèces de prairies parfois sont absentes en fait des milieux forestiers parce qu'en fait elles en sont exclues par compétition. Il y aurait plus de compétition en milieu forestier et les espèces de prairies seraient plus faiblement compétitives par rapport aux espèces forestières. Ce qui des fois peut peut-être paraître un contresens parce qu'on pense en fait que les espèces qui sont capables de vivre dans des milieux ouverts, donc des milieux, j'allais dire, plus perturbés au niveau des variations climatiques, sont des espèces plus compétitives. C'est peut-être ça un peu la contre-intuition. Il y a plus d'espèces en milieu forestier chez les colomboles, définitivement. C'est publié, donc vous pouvez regarder plus en détail la publication avec les arguments. Okay, j'ai juste une question de compréhension par rapport à ça. Vous avez pris juste les colomboles ou vous avez pris les colomboles et le sol dans lequel elles étaient? Parce qu'en ce cas-là, vous avez pris un sol de forêt que vous avez mis dans un microclimat de prairie et il y a aussi des transformations physiques et chimiques qui vont se produire, pas que des transformations biologiques. On a extrait les espèces des blocs de sol, donc on a ensuite réinoculer ces espèces dans des blocs de sol défaunés. Donc on a bel et bien pu mettre des espèces de milieux forestiers dans des blocs de prairies et inversement. Et ensuite on avait des témoins, donc défaunés, et on a regardé au niveau de la quantité de carbone et de l'humidité, et on n'avait pas tant de modifications que ça. Après on n'a pas été finement regarder d'autres modifications au niveau pédologique. C'était juste une compréhension du protocole. Ça, ma question était la suivante. Tu as montré, Henri Robin de l'IRD, oui. Excusez-moi. Tu as montré que quand un milieu était instable, la biodiversité avait tendance à décroître. Oui. Donc les cultures annuelles sont plus instables que des cultures pérennes et donc il y a moins de biodiversité dans les cultures annuelles. Mais si on se place dans le cadre des cultures annuelles, la rotation, les successions culturales que l'on peut faire en grande culture sont un système qui est plus instable que la monoculture. Et dans ce cas-là, quel est le système qui a le plus de biodiversité? Celui qui est le plus instable, où on fait des successions culturales, ou celui qui est stable, où on fait toujours la même culture? La question qui... je veux dire, à chaque fois, on va avoir une destruction de l'habitat par labour si on est en culture pérenne. Donc, il peut peut-être y avoir un effet en plus de la nature de la culture qui vient se cumuler, mais ce qui va vraiment influencer, c'est le fait qu'on va perturber le sol au niveau de la faune du sol. Donc le fait que si c'est des cultures pérennes, on relaboure en fait chaque année. Quelle que soit la nature de la culture, j'allais dire. Merci pour ces questions plutôt techniques et on va voir s'il y a encore une discussion générale sur la biodiversité, l'importance de la biodiversité,
la biodiversité comme indicateur de la qualité des sols. Donc Maxime Davis, c'était Eiffel. Moi j'avais une question à propos de la biodiversité du sol, mais vraiment très pratico-pratique. Là sur le marché, en production légumière et d'ailleurs en grande culture aussi certainement, il y a beaucoup de nouvelles solutions qui arrivent avec des bactéries rhizosphériques, des mycorhizes, des produits de lutte biologique à base de champignons, de bactéries et de nématodes pour lutter contre d'autres bactéries, d'autres champignons, d'autres nématodes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un engouement, un effet de mode? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt favoriser la biodiversité fonctionnelle? Parce que moi, vraiment, quand j'utilise ce genre de produit, j'ai l'impression de lâcher un poisson dans l'océan en espérant qu'il mange les autres. Et c'est un peu délicat et je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez de ce genre de technique. Je vais essayer d'amener des compléments. Alors en ce qui concerne effectivement tout ce qu'on peut introduire, les mycorhizes, leur effet, il est bénéfique sur les cultures, il est connu. Maintenant, les questions qui vont se poser, qui peuvent se poser, c'est quand on introduit dans un système un micro-organisme qui n'est pas originaire de système, comme vient de l'évoquer Florence, c'est a-t-il la capacité, petit 1, de s'y et petit 2, d'être actif et d'effectuer ce pourquoi on l'a introduit dans le sol. Alors, ça, c'est au cas où on introduit quelque chose. Maintenant, dans le laboratoire dans lequel je suis, il y a une équipe qui s'intéresse particulièrement à cette zone que vous avez évoquée, qui est la rhizosphère, donc la racine des plantes, puisque en fonction du type de plante qui va se développer, les populations, alors là, microbiennes, bactéries, bactéries archées qui vont être recrutées par la plante vont être différentes de celles dans le sol non rhizosphérique. Et parmi les populations recrutées par certaines plantes, on sait qu'il y a certaines espèces qui vont avoir un rôle soit de promotion de la croissance des plantes pour diverses raisons que j'évoquerai pas ici, mais qui peuvent aller de mécanismes chimiques et relargage de composés à des interactions et des antagonismes avec d'autres micro-organismes pathogènes par exemple, et ça va avoir dans ce cas-là un rôle de protection. Donc il y a déjà puis il y a des applications de ce type de micro-organismes introduits dans les sols avec cet effet de promotion de la croissance des plantes. Et puis il y a un exemple qui est évidemment les bactéries fixatrices d'azote qu'on utilise depuis longtemps pour cultiver par exemple le soja. Ce qui est pas garanti, je dirais, dans les effets, c'est le contexte et le contexte dans lequel les micro-organismes vont être placés, et dans les effets d'inoculation avec Azospirillum par exemple, c'est pas toujours un franc succès, mais pour des raisons qui sont pas seulement des raisons microbiennes, quoi. Oui, mais on peut ajouter que ces effets ne sont pas durables. Le principe, c'est lors d'une période de végétation, et quand la plante qui soutient souvent ces organismes n'est plus là, ils disparaissent également. Je pense qu'il y a quand même intérêt et on rejoint la biodiversité, à mieux comprendre qui est là et qui fait quoi, parce qu'il y a probablement un potentiel existant dans les sols qu'on n'exploite pas encore, parce qu'on ne le connaît pas suffisamment en termes de fonction. Pour répondre à votre question, en fait, il y a quand même des expériences, par exemple avec la mycorhisation en milieu forestier, qui a été nécessaire pour faire soit de la reprise de plants en pépinière, ou bien encore pour refaire carrément du reboisement en milieu tropical. Par exemple, Pinus caribea a pu être introduit dans certains sols aux Caraïbes, où il y a eu des pins à Madagascar, avec une mycorhisation préalable des plants dans des modes de terre et l'implantation. Donc là, évidemment, ce n'est peut-être pas le domaine qui vous intéresse, mais il y a quand même des effets, disons,
au niveau des reprises de cultures qui ont été observées, soit en culture hydroponique, soit en parcelle expérimentale, soit en serre, ou bien même en plantation, comme je viens de vous le dire, avec Pinus caribea. Et il y a des inoculations, aussi, comme ça vient d'être dit, qui sont révélées fonctionnelles, avec des bactéries soit symbiotiques, soit non symbiotiques, de fixation d'azote. Oui, on peut ajouter, je l'avais dit au départ, qu'il faut penser plutôt au concept de communauté microbienne qu'à des souches pures. Et on voit, il y a des publications actuellement sur l'inoculation de sol avec des communautés microbiennes qui dégradent certains pesticides. Et il y a bien une bactérie qui assure ce métabolisme, mais quand on l'inocule toute seule dans les sols, elle ne fait presque rien. Et elle a besoin de sa communauté qui la soutient par d'autres produits. En partie, c'est des trucs tout simples comme des acides aminés qui sont formés par les partenaires dans cette communauté, donc des mécanismes très très simples. Et la souche pure active, ça doit être très très rare dans les sols. Claude Foulon, transfert de technologie. Donc si je me mets à la place d'un industriel, je vais plutôt m'intéresser à la mycorhisation. On est bien d'accord, plutôt que le reste, parce qu'apparemment le reste intéresse moins pour l'instant. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est en ce qui concerne le volet juridique, est-ce qu'on peut protéger la recherche française? Voilà. Les juristes dans la salle. Alors vous voyez dans notre discours ici que c'est une discussion tout à fait ouverte et officielle que nous avons. Nous échangeons nos connaissances tout à fait officiellement, quoi. Et bien sûr, il y a des firmes à l'arrière-plan qui essayent d'utiliser ce savoir. Il y a des produits de biocontrôle sur le marché et tout ça. C'est-à-dire il y a également l'industrie française qui en profite comme d'autres industries. Et souvent, ces grosses entreprises industrielles, ce n'est pas des industries françaises ni allemandes, disons, c'est des boîtes qui travaillent tout à fait internationalement. Ouais. Ok, alors nous allons conclure cette session sur la biodiversité. On a parlé d'un petit segment de la biodiversité et c'est grâce au développement méthodologique également, nous en avons vu un exemple aujourd'hui. Je pense qu'on va encore discuter beaucoup de la biodiversité, mais également de l'utilisation de la biodiversité dans l'utilisation des sols, dans la protection des sols. Alors merci pour votre participation et donc à demain.